Laurent Alexandre est avec nous. Votre livre est vraiment tellement étonnant parce que il parle de l'avenir. Alors parfois, ceux qui prédisent l'avenir, l'effet Carabosse ont toujours le bon rôle au-dessus du berceau. Bon, mais l'avenir n'est pas toujours ce qui est dit. Mais il y a 2-3 choses et je voulais commencer par ça. Vous dites l'intelligence artificielle choisira notre partenaire. Le recul de la reproduction sexuée est un des marqueurs du changement de civilisation que les technologies NBIC, les nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives entraînent. On imagine bien le chemin que prendra cette évolution. Première étape, l'intelligence artificielle choisit notre partenaire sexuel et parental. Une étude réalisée par les universités de Harvard et de Chicago a montré que les mariages nés online sont plus satisfaisants et durent plus longtemps que les unions à la papa. Les transformations que l'intelligence artificielle va entraîner dans les décennies qui viennent sont absolument extraordinaires. Ce d'autant qu'aujourd'hui, il y a parmi les experts de l'intelligence artificielle un consensus pour penser que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, l'AGI en anglais, c'est-à-dire une intelligence artificielle dépassant le cerveau humain, sera là dans 3 à 5 ans maximum. Sam Altman, ça veut dire quoi, dépasser le cerveau humain? Parce qu'elle est programmée quand même. Non, elle n'est pas programmée. L'intelligence artificielle n'est justement pas programmée. Elle s'éduque à partir de la totalité du savoir humain, mais ce n'est pas un programme traditionnel. C'est bien de l'intelligence. C'est pas Google, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de nouveau. Mais elle peut créer? Bien Parce que là, il y a discussion. Écoutez, j'entends dire parfois qu'elle est programmée et qu'elle dira que ce qu'on veut qu'elle dise. Absolument pas. L'intelligence artificielle invente. Autonome. J'en discutais avec Luc Ferry, qui est de loin le philosophe français qui connaît le mieux l'intelligence artificielle. C'est peut-être même le seul philosophe français qui connaît bien l'intelligence artificielle. Je demandais à ChatGPT, ce que je mets d'ailleurs dans mon livre, explique-moi quelles sont les principales pathologies psychiatriques que tu vas induire dans l'humanité. Et GPT-4, ChatGPT-4 m'a fait une synthèse des pathologies psychiatriques qu'il va induire chez nous dans le futur, qui est absolument extraordinaire et qui est de la vraie invention. Il m'a inventé 5 pathologies qu'il imagine... N'existent pas. 5 pathologies qui n'existent pas et qu'il imagine dans le futur du fait de l'existence de lui-même. Alors par exemple, qui est absolument extraordinaire. Je ne vais pas développer, mais... Non, mais une, qu'on comprenne, s'il y en a une. Eh bien, des boucles d'enfermement, des syndromes d'infériorité par rapport à l'intelligence artificielle, puisqu'on voit bien que dans beaucoup de domaines, l'intelligence artificielle nous dépasse. Si on prend le quotient intellectuel verbal, par exemple, GPT-4 a 155 de quotient intellectuel verbal, c'est-à-dire plus que 99,989% des Français. Il n'y a que 20 000 Français qui ont un quotient intellectuel verbal supérieur à GPT-4. Eh bien, ça va induire chez nous, humains, qui n'avons pas ce quotient intellectuel-là, des syndromes d'infériorité. On est à combien, nous? 110, 120? Non, on est à 98, en moyenne. En moyenne? Oui, pas autour de cette table forcément, mais en moyenne pour l'ensemble de la France. Autour de cette table, on est en dessous, bien évidemment. Donc, pour faire de la télé, on est recruté en dessous. Ces formes d'intelligence artificielle ne sont pas des perroquets. Oui, ce sont des gens qui innovent, des gens comme Olivier Babot et puis Nicolas Bouzou, qui sont les économistes qui ont le plus travaillé sur l'intelligence artificielle, ont très bien décrit comment c'est une révolution sociétale et une révolution économique parce qu'il y a une réelle invention chez ces formes d'intelligence artificielle qui n'existaient pas. Mais l'inquiétude aujourd'hui, elle naît du fait que l'emballement de l'intelligence artificielle nous fait rentrer dans une espèce de brouillard civilisationnel. Parce que je vous rappelle qu'il y a 2 jours, Sam Altman, l'inventeur de ChatGPT, l'inventeur de GPT-4, a écrit un papier dans lequel il explique que la superintelligence, des millions de fois plus intelligente que le cerveau humain, sera là probablement dans 10 ans. C'est-à-dire... Est-ce que c'est la singularité ? Très proche de la singularité. Et Sam Altman a écrit que ce sera un changement radical de l'aventure humaine et ce sera le début d'une nouvelle histoire humaine. D'accord, mais j'ai pas compris, pardonnez-moi, singularité, j'ai pas compris le concept de la singularité. Qui pense qu'un jour, il y aura les robots, en gros, vont prendre le pouvoir parce qu'il y aura une intelligence plus intelligente que les humains. Ce n'est pas un mythe. Vous y croyez, mais beaucoup de gens pensent que c'est un mythe. Non, mais ça veut dire quoi prendre... Si je puis me permettre, en 6 mois, avec les progrès foudroyants de ChatGPT, les experts ont complètement changé d'opinion. La plupart des experts aujourd'hui pensent que l'intelligence artificielle est en train d'exploser et va nous dépasser à relativement court terme. C'est la raison pour laquelle l'inventeur de l'intelligence artificielle moderne, Geoffrey Hinton,
a démissionné de chez Google il y a 15 jours et a entraîné un mouvement de peur en expliquant qu'il pensait que l'intelligence artificielle pouvait éliminer l'humanité à relativement court terme. Mais alors comment moi je comprends pas. Quelle application? L'intelligence artificielle progresse à une telle vitesse qu'une partie importante des experts ait peur que nous soyons dépassés. Il faut voir. J'entends bien, mais ou exterminer, parce que à partir du moment où nous confions la totalité des leviers de notre civilisation à l'intelligence artificielle, elle aura un extraordinaire pouvoir. C'est d'ailleurs le sens du papier c'est entendu, mais elle peut nous aider, elle peut nous débarrasser. Oui. Mais l'intelligence artificielle sera à la manette de nos transports, de nos avions, de nos centrales électriques, etc. C'est de là que naît cette crainte, que je ne partage d'ailleurs pas complètement. Je suis moins pessimiste. Vous ne me dites pas vraiment l'illustration et l'application. Mais les avions vont commencer à voler tout seuls, ils vont s'écraser sur les tours. Et c'est quoi le... Oui, vous ne vous rendez pas compte de la vitesse à laquelle nous laissons à l'intelligence artificielle les leviers de notre civilisation. Oui, mais j'entends bien, mais il nous faut illustrer ce que vous dites, parce que si c'est une aide, par exemple, si les avions volent sans... Mais je vais prendre juste un exemple. Dans un avion, la quantité de données générées par les 800 à 1000 capteurs qu'il y a dans un Airbus, par exemple, c'est 5000 milliards d'informations. Les pilotes ne peuvent pas traiter 5000 milliards d'informations. Ce sont des systèmes d'intelligence artificielle qui les génèrent. Aucun pilote ne peut gérer 5000 milliards de données. De même, en médecine, quand vous prenez le séquençage ADN, c'est 20 000 milliards d'informations par séquençage ADN en données brutes. Aucun médecin ne peut traiter 20 000 milliards d'informations. Donc, progressivement, nous donnons les leviers de notre savoir à l'intelligence artificielle, ce qui conduit une partie des experts, comme le père de ChatGPT, à craindre que l'intelligence artificielle ne nous dépasse. Mais les voitures ne nous attaquent pas, pardon. Je comprends ou je feins de comprendre. Les écologistes, vous ne les épargnez pas. Les écologistes européens produisent à jet continu des prophètes annonçant la fin du monde. La militante Fred Vargas explique qu'à 1,5 degré de plus, la moitié de l'humanité mourra du réchauffement climatique et 6 milliards à plus de 2 degrés. Dans le Parisien, Yves Cochet, ministre de l'Environnement de Lionel Jospin, prédit l'effondrement inéluctable de notre société, etc., etc. Bon, vous n'êtes pas du tout sur cette ligne-là. Je pense qu'avec la technologie, nous allons régler le problème du réchauffement climatique. Je ne suis pas catastrophiste. Et ça, c'est formidable. Et je constate que la NUPES, qui a fait de la décroissance son cheval de bataille, va être pris à revers, parce que nous rentrons dans une période d'hyper-technologie, d'hyper-science et d'hyper-croissance. La croissance économique va beaucoup augmenter. Donc les gens qui pensent que nous rentrons dans une ère de croissance zéro se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Nous allons rentrer dans une période de croissance très forte. Qu'est-ce qu'on va faire si ChatGPT nous remplace? Par exemple, vous avez dit la dernière fois que vous êtes venu ici, au barreau, ChatGPT est arrivé premier. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais Pascal, d'abord, il y a plein de choses que nous n'avons pas encore réglées. 45% des cancéreux français meurent de leur cancer. L'intelligence artificielle va nous aider à mieux traiter le cancer. On a des tas de maladies à traiter. Regardez, les paralysés, grâce à l'intelligence artificielle et à des implants dans le cerveau, peuvent maintenant remarcher. Nous allons nous servir de l'intelligence artificielle pour traiter beaucoup des défis qui concernent l'humanité. Il n'y a pas que des éléments négatifs dans l'intelligence artificielle. Mais vous ne répondez pas toujours à mes questions et c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire, je vous dis? Alors écoutez, vous connaissez, Pascal, vous connaissez les positions. Donc le manuel, elle ne pourra pas faire. Par exemple, la cuisine, l'intelligence artificielle. Alors là, vous vous trompez, puisque ChatGPT est en train de créer une gamme de robots, les robots Neo, qui vont incorporer GPT-4. Mais qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, nous allons d'abord nous augmenter. Là, je pense qu'Elon Musk a raison. Quoi? On pourra relire Je pense qu'Elon Musk a raison. Et vous savez que le jour où GPT-4 est sorti, Elon Musk a déclaré « Qu'est-ce que nous allons devenir, nous, humains ?» Je ne vois plus qu'une solution pour être compétitif, c'est Neuralink, c'est-à-dire les implants intracérébraux qu'il développe. Écoutez, non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et alors, on va parler de Gérard Depardieu dans une seconde, et puis on reparlera tout à l'heure avec vous de l'école. Parce que vous dites l'école, elle n'a rien compris, il faut complètement se réformer. Mais ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est qu'il y a possibilité, selon vous, d'une autonomie de cette intelligence. Elle va créer. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut, dans un domaine, par exemple, de fiction, est-ce qu'elle pourra inventer des scénarios, inventer des romans, pas avec ce qu'on lui aura mis ou programmé, pas écrit comme Alexandre Dumas, mais
inventer quelque chose. Écoutez, j'invite, Pascal, vos auditeurs à utiliser GPT-4 et à se rendre compte à quel point GPT-4 est innovant et est capable d'inventer des choses. Proust. Oui, mais... Est capable d'inventer. Vous allez voir que l'intelligence artificielle, avant 2035, ridiculisera Proust. Non. Mais non, mais tu peux pas. Ça n'a pas de sens. Et Leibniz. Mais non. Mais ça n'a pas de sens. Il agence des mots, c'est un robot qui agence des mots à partir d'un stock de données. De penser que ChatGPT ne fait qu'agencer des mots est une incompréhension complète de la révolution en cours. Et il faut ne pas avoir beaucoup utilisé GPT-4 pour penser ça en 2020. Pourquoi vous dites à une âme. Mais pourquoi vous dites ridiculiser n'a pas d'âme, il n'a Proust pas de conscience. Mais il est capable d'inventer. Mais pourquoi vous dites ridiculiser Proust? Non, ça sera autre chose que Proust. Mais ce sera beaucoup mieux. Mais pourquoi? Beaucoup mieux. Mais c'est comment on peut dire une chose pareille? C'est étonnant de dire ça. Pascal, je vais prendre un exemple. S'il y a un an, on avait dit que ChatGPT aurait la meilleure copie au bord de neurochirurgie aux États-Unis. Mais ce sont des sciences dures. Personne sur Terre ne l'aurait cru. C'est impossible. Personne ne l'aurait cru. Écoutez, monsieur Alexandre. La vitesse à laquelle ChatGPT progresse est juste stupéfiante. Cette révolution-là fait sous-estimer les conséquences à moyen terme à beaucoup de gens. C'est la raison pour laquelle le fondateur de l'intelligence artificielle moderne a démissionné de Google, ce que je disais tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle il a lancé un cri d'alarme, parce qu'il pense qu'il faut rapidement prendre en considération cette révolution et nous adapter à cette révolution. Est-ce que vous avez lu Proust? Soyez aimable avec je n'aime pas. Alors je vais vous dire, je n'aime pas beaucoup Proust. Mais je pense que l'intelligence artificielle va dépasser la plupart des écrivains dans les décennies qui viennent. Oui. Vous connaissez le mot célèbre de Céline sur Proust? Oui. Non. Mais Proust, ça n'a pas de sens, le progrès. Enfin, Proust, il n'a pas ridiculisé Chateaubriand. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne saisissez pas la notion... Non, mais vous ne voyez pas ce que sera... pas la notion d'art. Vous ne voyez pas ce que sera une super intelligence beaucoup plus intelligente. C'est pas assez intelligent pour comprendre. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Pascal. Mais si. C'est ce que j'ai compris. Je pense qu'aujourd'hui, il est urgent d'utiliser GPT-4 pour comprendre la révolution en cours et surtout pour adapter nos enfants et la formation qu'on leur donne au monde qui est en train de se créer et qui est effectivement très troublant et révolutionnaire. Il reste 17 minutes. Le mot de Proust, il est très vulgaire, le mot de Céline, je vais le dire. Mais parce qu'il me fait rire, parce que c'est Céline, je préviens les âmes sensibles, pardonnez-moi. Proust explique beaucoup pour mon goût, 300 pages pour faire comprendre que tutu encule tatave, c'est trop. C'est ce qu'il pensait, Louis-Ferdinand Céline, de Proust. Mais c'est vrai que Proust, il avait mis une caméra dans le cerveau et il coupait en mille le confetti pour comprendre l'âme humaine. Et il te faisait ressentir par les mots une situation, et après, quand tu éprouvais ce sentiment, tu pouvais penser à Proust, je pense à la jalousie, des choses comme ça. C'est tout à fait extraordinaire. Et on ne peut pas ridiculiser Proust. Mais peu importe. On termine avec l'école, parce que ça, c'est formidable. Vous dites l'école, il faut complètement la réformer. Donc ça veut dire quoi, complètement la réformer, pour les profs qui nous écoutent peut-être? Il y a trois choses. D'abord, une partie de ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école, on va l'apprendre avec l'intelligence artificielle. Bill Gates a déclaré la semaine dernière, que dans 18 mois, nos gamins n'apprendront plus à lire avec leur instituteur ou leur institutrice, mais avec les successeurs de GPT-4. Il a dit, les parents vont être stupéfaits de la vitesse à laquelle c'est l'intelligence artificielle qui va se substituer aux enseignants pour quelque chose d'aussi fondamental que la lecture. Donc vous voyez que nos enfants... Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Pardon, mais vous avez déjà essayé de parler à un enfant, d'essayer de lui apprendre à lire? Écoutez, je suis père de famille nombreuse, Eugénie, donc je sais à peu près ce qu'est un gamin. Et qui a appris à lire à vos enfants? Comment? C'est des robots qui ont appris à lire à vos enfants? Mais ChatGPT n'existait pas à l'époque, Eugénie. Vous pensez vraiment que les gamins vont se mettre devant une tablette et vont écouter un robot? Je vais répondre, Pascal, je vais répondre à la provocation d'Eugénie. Elle est en colère. C'est un visage. Elle est en colère, Eugénie. Oui. C'est curieux d'ailleurs. Mais de penser que l'intelligence artificielle n'est pas empathique est une erreur. Une étude publiée il y a 10 jours dans JAMA, la 3e plus grande revue médicale au monde, montre qu'en moyenne, ChatGPT est 2 fois plus empathique que les médecins.
2 fois plus. Il n'y a pas de mal, hein. Des instituteurs. Franchement, Des instituteurs. j'en connais quelques-uns, je peux vous les conseiller. C'est vraiment pas très gentil, Eugénie. Je suis plutôt un médecin empathique. Oui, non, mais c'est... et donc, première chose, il y a une partie de l'enseignement que l'IA va faire. D'autre part, il faut que l'école prépare au monde d'après ChatGPT. Or, aujourd'hui, l'école prépare nos enfants au monde d'avant ChatGPT. Donc ça doit changer. On apprend aujourd'hui à nos enfants à faire des choses que ChatGPT fait 1000 fois plus vite qu'eux. Donc il vaut mieux qu'on leur apprenne à être complémentaires de l'intelligence artificielle plutôt que d'apprendre des métiers où ils vont être écrasés par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un exercice très difficile parce que l'intelligence artificielle progresse très vite. Donc on voit à peu près ce qu'il faut faire pour que nos gamins soient complémentaires de GPT-4. Mais comment les rendre complémentaires de GPT-5, GPT-6 ? Parce que quand nos enfants vont arriver sur le marché du travail, on sera à GPT-30. J'ai absolument pas envie de ce futur. Hein. Oui, mais vous n'avez pas le choix. La Suède a décidé cette semaine de retirer les écrans des écoles parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait baisser le niveau scolaire. Voilà. J'ai pas le choix. Le diable. Et les Chinois. Il est là, le diable. Oui, Satan, il est là. Non, le diable. non. Le diable. Non. Le diablo. El diablo. Pascal, notre société va trouver un équilibre. Mais je sais, moi j'ai confiance en va l'homme. Utiliser ces technologies de façon à rassurer Eugénie Bastier et les gens qui, comme elle, ont un peu peur de la technologie. Rassurez-vous. Mais j'ai peur du monde que vous présentez, oui. L'IA va apporter des choses extraordinaires à notre société, à notre civilisation. J'ai envie que ce soit un robot qui apprenne à lire à mes enfants, mais pardon, excusez-moi. Oui. Je pense que ça ne marchera pas. Voilà. Et donc, je crois c'est fini. Il ne faut pas cultiver toutes ces angoisses. Il faut cultiver son jardin. Laurent Alexandre, la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. C'est vrai que vous êtes formidable à écouter. Ce bouquin, c'est, je vous dis, 3e, 4e fois que vous venez chez nous. Et Luc Ferry, vous avez raison de le citer, parce qu'il fait un papier quasiment par mois dans le Figaro sur ce sujet. Par semaine. Oui, mais sur l'intelligence artificielle. Ah oui. Sur ce sujet. Ça ne m'a pas échappé. Oui. Bon. Vous êtes prête à partir, manifestement, j'ai dit. Vous êtes fâché, donc vous avez votre petit cartable, votre cahier, et vous êtes prête à partir. Bon, Audrey Misiraka était à la réalisation. Merci à Yannick qui était au son. Merci à David Tonnelier, bien sûr. Merci à Marine Lançon, Justine Cercara.